Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Oval. On démarre le 10e épisode. Ici, on parle d'actu brûlante, d'analyse, de stratégie. Bref, c'est parti. On va parler aujourd'hui d'actu avec le retour de la Pro D2 et aussi la 20e journée de top 14. La Pro D2 a démarré hier soir avec un bouillant Colomiers, Provence contre Colomiers. Colomiers qui est allé chercher sa 8e victoire à l'extérieur, 25-20 dans un match assez riche en enseignements. Je sais pas si vous l'avez vu, mais franchement, ça vaut le détour de le regarder si vous l'avez pas vu. Il y a le résumé d'ailleurs sur Canal, ça simplifie les choses. Mais ouais, franchement, Colomiers continue de perfer à l'extérieur, c'est assez incroyable. On a une journée de Pro D2 qui continue ce soir, hyper intéressante, avec de très très beaux matchs en perspective. Rien n'est encore joué pour que ce soit pour le maintien ou pour la qualif. Côté classement en Pro D2, ça se tire la bourre pour la, on va dire 4, 5, 6e place. 1, 2, 3, ça commence gentiment à se détacher, mais et encore que, Colomiers vient de reprendre la 2e place hier soir. Mais on a Oyonnax 4e, Valence Romain 5e, ils sont tous les deux à 62 points, t'as Brive qui est à 59 et juste derrière t'as Agen qui est à 57, en sachant que du coup Agen se déplace à Béziers ce week-end pour aller chercher des points. Donc Valence Romain reçoit à domicile pour pouvoir enchaîner et rester en haut du classement. Ça reçoit Oyonnax. T'as un Vannes contre Nevers qui va être... Vannes va encore sûrement imposer son leadership, sa première place en Pro D2. Par contre, pour le maintien, t'as deux matchs très importants. T'as un Carcassonne Mont-de-Marsan, Carcassonne qui est actuellement à 30 points au classement, qui aimerait se relancer contre le Stade Montois, et le Stade Montois qui potentiellement, si il gagne ce match à l'extérieur, pourrait vraiment commencer à gentiment s'éloigner de la zone rouge. Et deuxième match hyper important pour le maintien, c'est Grenoble qui se déplace à Dax avec des Dacois qui sont à 35 points, donc à 2 points de Mont 2, à 3 points de Béziers. Il y a rien du tout de fait encore pour le maintien. Biarritz est à 39, Béziers à 38, Mont-de-Marsan à 37, Dax à 35 et Carcassonne à 30 points, donc rien n'est fait. Je pense que cette journée de Pro D2 va avoir quand même son importance sur la suite du championnat. Côté top 14, ça enchaîne du coup pour la 20e journée. Il y a du très costaud qui se profile, même si j'ai vu un peu les compros probables. Il y a Toulouse-Montpellier quand même assez alléchant, ils ont 10 points d'écart. Mais je pense que Montpellier va faire tourner. Il y a pas mal de rotations a priori de prévues dans l'effectif montpelliérain. Toulouse a clairement l'objectif de finir premier haut la main comme l'an dernier, donc mais quand même, premier contre deuxième, ça annonce quand même plutôt un très très beau match. On a aussi un Castres-Montauban, Castres qui a besoin de reprendre des points pour remonter au classement. On a un Lyon-Bordeaux, je pense que ça va être le gros match de l'affiche, avec aussi un Pau Racing, mais ça va être les deux matchs clairement... T'as un Lyon qui a remis de la confiance, ils sont allés gagner à Perpignan. Bordeaux vient de écraser Toulouse à domicile. Il y a le retour de Bielbiarré qui va sûrement ramener un petit plus. Lyon est quand même assez en confiance, aimerait enchaîner les victoires. Très très gros match. Et ensuite, du coup, Pau-Toulouse, c'est le match sûrement du Racing... Pau Racing, pardon, pas Pau-Toulouse. Pau Racing, c'est sûrement le match pour le Racing qui permettrait de rentrer dans le top 6 et de croire en la qualif de plus en plus. Côté bas de classement, t'as un Perpignan-Toulon, ça fait mal de dire ça, mais Toulon est en bas du classement. Ensuite, t'as un Bayonne-La Rochelle qui peut encore espérer la qualif, donc ça, pareil, ça va être un match hyper intéressant. Et t'as le dimanche soir un Clermont-Stade Français, Clermont, où là, c'est quand même le gros match aussi pour la qualif, en sachant que actuellement, du coup, le Stade Français est 5e avec 54 points et Clermont est 6e avec 52 points. Donc c'est le match important pour rester en haut et pour espérer aller chercher une 4e, 5e ou une 6e place. Rien n'est fait vraiment côté top 14. Deuxième Montpellier 57, Pau 55 points 3e, Bordeaux 55 points 4e.
Paris 54 points, Clermont 52 points, Racing 50 points. Légèrement détaché, t'as La Rochelle et Toulon à 45 points, mais c'est pareil, rien n'est fait. Il reste encore quand même pas mal de journées pour pouvoir aller chercher une qualif, donc ça va être très 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 chaud. Côté bas de classement, par contre, ça a quand même un gros écart qui s'est créé. Perpignan est à 19 points, Montauban est à 7 points, donc là pour le coup, ça commence gentiment à se détacher. Je voulais parler un peu de la grande mêlée. J'ai gentiment préparé une compo par rapport aux compos probables. Je regardais un petit peu ce qui se faisait. Honnêtement, je pense que Toulouse devrait l'emporter assez largement contre Montpellier et Castres devrait l'emporter assez largement contre Montauban. Je pense que l'UBB est en capacité d'aller gagner à Lyon. Ça va être un match très très chaud, mais voilà, parce que Lyon est quand même revenu sur des très beaux standings, mais l'UBB a besoin de points, donc match quand même très très chaud. Pau, je les vois gagner assez largement, donc je pense que je vais mettre des Palois, même si le Racing ça s'accroche toujours. Pau, quand même à domicile, c'est quand même très costaud. Pour moi, victoire paloise avec une compo qui se profile quasiment de type, avec logiquement Gailleton, Broboiry, le retour de Simons, Dan Robson, il y a Gorgadze aussi qui va jouer sûrement, Maximin ou Radou, on est vraiment une compo quasi type, même si le Racing ça se déplace très très fort et c'est costaud à domicile et à l'extérieur. Je pense que Pau vise quand même a en ligne de mire cette deuxième place, donc je les vois parfaits à domicile. Donc très simplement, j'ai mis 4 Castrés, j'ai mis 4 Toulousains, j'ai aussi mis 4 Palois. J'hésite encore, on verra les vrais compos, mais de mettre des Bordelais, notamment en demi-mêlée, je sais pas trop qui mettre sur la compo, et je voyais bien Max Lucu s'il joue, parce que c'est lui qui devrait buter, et comme Bordeaux, je pense, va essayer d'aller chercher quelque chose à Lyon, il pourrait être intéressant pour faire des points. Capitaine et super sub, honnêtement, je vois des Toulousains. J'ai vu qu'a priori, Dupont devrait être remplaçant, donc à mon avis, ça sera quand même le super sub à mettre, clairement. Et ensuite, derrière aussi, je me dis... Alors là, j'ai pas mis d'ailier toulousain, mais je pense que ça va vraiment gamer contre Toulouse, ça va scorer assez large, donc je me suis dit que ça serait intéressant de mettre peut-être un Teddy Thomas en capitaine, à voir, ou alors je crois que l'autre ailier c'est Mathis Lebel, peut-être potentiellement mettre aussi un Castré, mais sur la compo probable, j'ai vu que c'était Vargas et Bagé a priori, donc peut-être mettre Bagé capitaine qui devrait... à mon avis, se marquer un petit, voire 2 essais contre Montauban à la maison. Pas évident, j'ai mis aussi des bâillonnés, j'hésite franchement, parce que La Rochelle, ça vise encore le top 6. Est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier? Je sais pas, c'est clair que ça va passer par des perfs. C'est peut-être aller chercher une perf à Bayonne qui a enchaîné, je crois, 4 ou 5 défaites d'affilée juste avant la victoire de Montauban. Mais est-ce qu'ils se sont remis en confiance? Je sais pas trop. La Rochelle, c'est en dents de scie. Franchement, ça va être un match particulier parce que c'est 2 équipes un peu en dents de scie cette année. Donc, à voir. Match costaud, sûrement. Est-ce que je mets des bâillonnés? J'hésite encore. Là, sur la compo que j'ai mis, pour l'instant, avec les compos probables, j'ai mis Orabé à l'arrière et Facundo Bosch, si c'est lui qui sera titulaire, ou peut-être Lucas Martin, je sais pas. Et après, j'ai juste mis, du coup, en pilier, je savais pas trop qui mettre, donc j'ai mis Melikidze du Stade Français et Papidze sur le pilier de Pau. Mais comme je vous ai dit, j'ai mis 4 Palois, Broboiry, Gailleton, Facundo Isa et Papidze. Et en Toulousain, j'ai mis Romain Tamac, que j'ai mis pour l'instant capitaine. Mais bon, on verra, je suis pas sûr. Jack Willis, Meafou. Et en super sub, j'ai mis Antoine Dupont. Et dans mes 2 remplaçants, j'ai mis Damien Penaud et Bielbiarré, parce que je pense que pour moi, Bordeaux ira chercher quelque chose à Lyon. Allez, on enchaîne. Je voulais parler aussi d'aspects un peu stratégiques. Je trouve que c'est une grosse évolution depuis quelques années. Je voulais parler de la vitesse des rucks. Je trouve qu'il y a vraiment
une grosse différence, même si le jeu était vraiment tourné vers la vitesse il y a peut-être quand le rugby était pas professionnel, une vingtaine, une trentaine d'années, mais on est rentré plus sur du défi physique, sur de l'affrontement il y a une quinzaine d'années, sur les années peut-être 2010, je trouvais que le rugby était devenu plus frontal, plus sur du défi plutôt que sur de la vitesse, et là j'ai l'impression que depuis quelques années, 4, 5, 6, 7 ans, je sais pas trop, on revient vraiment sur un rugby de vitesse, et la vitesse des rucks, la vitesse d'exécution, la vitesse de sortie des rucks est vraiment devenue une importance capitale sur un match. Pour te donner un ordre d'idée, en moyenne, un match de Pro D2, c'est une centaine de rucks par match. En top 14, c'est un peu plus, je dirais 150, alors ça varie en fonction des matchs bien sûr, et je pense sur des matchs de très très grande classe, comme notamment le match de Toulouse-Bordeaux, enfin Bordeaux-Toulouse le week-end dernier, où il y a eu un temps de jeu effectif juste monstre, on était quasiment à 200 rucks, mais bon là t'es sur des matchs de fous furieux. La vitesse des rucks, en gros c'est souvent calculé sur des datas, est-ce que t'es entre 0 et 3 secondes sur la vitesse d'exécution d'un ruck, entre 3 et 6 secondes et plus de 6 secondes. Ça a vraiment eu une importance sur certains matchs, je pense notamment au France-Écosse qu'il y a eu là il y a un petit mois maintenant. Je l'ai revu parce que je l'avais vu en direct à Murrayfield, et clairement j'ai vu une différence énorme entre la vitesse d'exécution. Je trouve qu'en fait on a été asphyxié d'intensité par les Écossais qui ont mis un rythme de fou furieux, notamment sur une vitesse de sortie de ruck juste incroyable, et en fait ça a été un gros point perturbant pour l'équipe de France. Je pense qu'on les attendait pas à cette intensité là, et sur cette vitesse d'efficacité, de rapidité de sortie de balle, et d'ailleurs je trouve que c'est une vraie évolution du jeu, du jeu récent dans le top 14, ça se voit aussi en niveau international, ou même en Pro D2, c'est même très flagrant en Super Rugby. J'aime bien regarder des matchs de Super Rugby, ça va à 10 000, c'est-à-dire quand il y a une vitesse de libération, quand il y a un ruck, quand ça passe au sol, il y a une vraie compétence de nettoyage, avec souvent 1, 2, parfois 3 avants qui viennent franchir, cibler un défenseur pour vraiment l'éjecter et permettre au demi de mêlée d'avoir une qualité de libération, et donc pouvoir mettre rapidement une sortie de balle je trouve qu'il y a vraiment eu un gros changement à ce niveau-là. D'ailleurs c'est énormément bossé par les équipes, ce travail autour des rucks, de vraiment amener une qualité de libération et une disponibilité de la balle. J'ai souvent en tête cette image-là de voir des joueurs, même à la limite de la faute, de franchir, d'aller chercher un défenseur, même un peu au-delà de la zone de ruck. Je trouve que c'est d'ailleurs quelque chose qui est rarement sanctionné, sauf quand il y a vraiment un gros impact flagrant et que le joueur recule de plusieurs mètres. Mais sinon, c'est un endroit, on va dire, ce qui est logique aussi, pour favoriser l'attaque et l'enchaînement des tâches et du jeu, mais on a vraiment quand même certains nettoyages qui sont un peu appuyés, qui vont un peu au-delà, notamment un peu sur les côtés aussi, mais c'est ce qui fait que ça favorise le jeu, et c'est pas beaucoup sifflé par les arbitres, et quelque part tant mieux tant que ça reste raisonnable, mais du coup ça permet d'avoir une vitesse et un temps de durée de ruck qui est vachement réduit. En moyenne, j'ai vu sur certaines zones sur certains matchs, on a des rucks qui durent 2 secondes, même pas 3 secondes de moyenne, c'est juste stratosphérique, et du coup ça permet d'avoir vraiment du beau jeu et des enchaînements de ruck, des enchaînements de temps de jeu qui sont vraiment importants, et ça c'est quand même hyper sympa pour le rugby et pour tout ce que ça en gravite autour, quoi. Je voulais parler d'un lancement qui a eu lieu tout juste ce matin, parce que c'est tout frais, c'est en Super Rugby, les Moana Pacifica contre les Highlanders,
Pour te décrire un petit peu la situation, bon, contexte quand même particulier, c'est un lancement sur touche à la 50e minute, et il y a 2 cartons jaunes pour les Moana Pacifica, ils sont vraiment en souffrance, et t'as un lancement sur touche quasiment sur les 10 mètres, touche quasi complète, ça lance en fond, ça fait une feinte de molle déviée, je sais pas si tu vois, donc en fait ça lance sur en gros le premier sauteur, ça dévie juste à côté pour faire un molle, et en fait plutôt que de faire un molle, ça démarre, du coup le dernier relayeur vient arracher et vient donner au 12 à hauteur. Le problème c'est que malheureusement le demi-mêlée donne pour le 12 qui vient en coupe, il y a aussi l'option de l'ailier, mais du coup comme les pauvres Moana Pacifica sont en sous-nombre complet, ils ont pris 2 cartons jaunes et en plus c'est 2 arrières, ça circule hyper vite dans le sens, et le 3ème ligne est resté dans le fermé absolument tout seul, et du coup le 9 a plus qu'à faire la passe sur le 2e temps de jeu. Je pense que le 7 il aurait pu y aller en marchant sans problème, même en roulant, il aurait pu aller marquer, mais du coup lancement de jeu intelligent de la part des Highlanders, parce que du coup feinte de molle, du coup les avants des Moana Pacifica se resserrent, et puis derrière c'est un boulevard pour le 3ème ligne, il a juste à aller aplatir. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Je voulais débriefer un petit peu de ce qui se passe ce week-end et de ce qui a eu lieu. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un bon week-end. Régalez-vous si vous jouez, régalez-vous devant votre télé avec tous les matchs qu'il y a. À bientôt, ciao ciao.